j'espère que vous allez bien. Je vais vous souhaiter la bienvenue à l'événement Sexualité de Bistrot Brain. Donc, je me présente, je m'appelle Anaëlle, je vais être votre animatrice pour la soirée. Je suis bénévole pour Bistrot Brain depuis quelques mois. Donc, c'est quoi Bistrot Brain? C'est un OBNL qui a été fondé en 2017, puis il a pour mission de diffuser la science au travers le plaisir. Donc, on fait des soirées comme celle de ce soir à tous les mois. Donc, c'est 4 présentations de 12 minutes, puis c'est suivi d'une période de questions de 5 minutes pour chaque présentation. Donc, ça va être ça pour ce soir aussi. On fait ça à Sherbrooke, à Montréal et à Trois-Rivières. On a aussi un podcast et on offre des formations de vulgarisation. Donc, je vous invite à être attentifs tout au long de la soirée parce qu'à la toute fin, il va y avoir un petit quiz sur les présentations qu'on aura vues. Et je dis ça, je dis rien, mais il y a des petits prix à gagner. Donc, avant de commencer, je vais remercier nos commanditaires. La Fédération des étudiantes de l'Université de Sherbrooke, le regroupement des étudiants de maîtrise, doctorat et diplôme de l'Université de Sherbrooke, le syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke, le vice-rectorat la recherche et aux études supérieures. Et ce soir, l'événement est en collaboration avec le laboratoire de recherche sur le couple et la sexualité de Audrey Brassard. Yeah! Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première présentation qui sera faite par Noémie Beaulieu. Donc, elle est stagiaire postdoctorale en psychologie à l'Université de Sherbrooke au sein du laboratoire de recherche sur le couple et la sexualité. Elle enseigne également à l'Université de Montréal un cours sur l'initiation à la recherche en psychologie conjugale. Donc, ce soir, elle va nous présenter « Pourquoi faites-vous l'amour ?» On l'applaudit. Ça a l'air que c'est moi qui casse la glace. Je sais pas. Je veux-tu prendre ça dans mes mains? OK, on va faire ça. Ouais. Juste pour être sûr, c'est pas moi qui est supposé genre aller chercher mon PowerPoint avec ça, là, toujours? Non, OK, parfait. J'ai eu peur pendant une seconde. Non, finalement, j'aime pas ça. Comme ça. Ouais. Mais j'imagine que c'est trop bas, hein? Vous ne pouvez pas bien m'entendre. Je vais le monter. Bon. Je ne déplacerai pas les affaires, c'est correct. On va garder ça de même. Yay! Bon, ben, ça a l'air que c'est parti. Bon, ben, bonjour tout le monde, super content d'être ici avec vous. Donc, merci pour la belle présentation. Puis, effectivement, j'ai commencé mon stage postdoctoral avec Audrey Brassard à l'Université de Sherbrooke. C'est tout récent, en fait. Puis, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, ça vient de ma thèse de doctorat que j'ai fait à l'Université de Montréal au laboratoire du couple. Donc, vous allez sûrement voir, là, les thématiques qui m'intéressent, c'est pas mal tout ça, la sexualité et le couple. Par curiosité, pour commencer, est-ce qu'il y a des gens en couple dans la salle? Ah, quand même, quand même. C'est bon. Ou qui ont déjà été en couple, oui. Bien, mon Dieu, je pensais pas que ça allait susciter cette réaction-là. Donc, si vous êtes en couple, puis effectivement que vous êtes en couple depuis plusieurs années, vous avez peut-être déjà remarqué que bien, quand on fait l'amour, c'est pas tout le temps pareil. Hein? Des fois, on dirait que c'est juste pas aussi enivrant, mettons. Bien, il y a des fois où c'est vraiment, vraiment le fun. Je veux dire, ça peut être les feux d'artifice ou ça peut être les vieilles pantoufles confortables, réconfortantes. Là. Je veux dire, c'est bien correct comme ça. C'est juste, il y a des fois où c'est, je sais pas, c'est juste plate. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé? On dirait qu'on n'embarque pas, on n'est pas connecté. Ou, je sais pas, on dirait, je pense à qu'est-ce que j'ai fait au travail aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on va préparer pour souper demain. Ou, bien, est-ce que je performe bien pour mon partenaire? Ou est-ce que dans cette position-là, on voit mes poignées d'amour?
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pourquoi essentiellement ça fait ça? Hein? Pourquoi d'une fois à l'autre, c'est pas pareil? Pourquoi quand on fait l'amour avec une personne qu'on aime, c'est pas toujours aussi le fun? Ou pourquoi au contraire, des fois, c'est incroyable comparativement à d'habitude? Bon, je ne vous surprendrai pas, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Mais il semblerait qu'une partie de la réponse, c'est le pourquoi. Le pourquoi on fait l'amour. Une des façons de répondre à cette question-là, c'est de s'intéresser à la théorie de l'attachement. Ça, c'est une théorie qui dit que le fonctionnement des couples, c'est basé sur l'interaction entre l'attachement, le soutien et la sexualité. Cette théorie-là, elle dit aussi qu'on peut avoir des activités sexuelles pour répondre à des besoins d'attachement. Donc, par exemple, si on veut se sentir proche de notre partenaire, si on veut augmenter l'intimité dans notre couple, se sentir aimé, être assuré par rapport à la relation. Mais faire l'amour, ça peut aussi être une façon d'offrir du soutien. Donc, par exemple, on veut faire plaisir à notre partenaire, on veut lui montrer notre amour, on veut prendre soin de lui, essentiellement. Mais concrètement, là, dans la vraie vie, on pourrait parler de Martine et Jérôme. Martine et Jérôme, c'est un couple qui sont ensemble depuis 10 ans. Mais avant d'être des partenaires amoureux, ce sont des individus aussi. Donc, ce sont des personnes à part entière qui ont chacun leur histoire de vie. En fait, quand Martine et Jérôme ont décidé de former un couple ensemble, ils ont apporté essentiellement leur bagage personnel dans la relation. Ils ont apporté leur valise de souvenirs et d'expériences relationnelles. Parce qu'en fait, grosse surprise, ils ont tous les deux été enfants. Oui. Puis dans leur enfance respective, au fil des interactions avec leurs parents, puis les figures importantes là, dans leur relation, ils ont commencé à développer des croyances sur eux-mêmes, sur le monde, sur comment ça fonctionne, les relations interpersonnelles. Ça, c'est des croyances qui sont à la base de l'attachement. Malheureusement, quand les parents sont absents ou qu'ils ne répondent pas aux besoins de l'enfant de façon constante, sensible, adéquate, il peut arriver que l'enfant développe des croyances négatives, soit sur lui-même ou sur le monde. Puis ça peut mener à des insécurités d'attachement. Donc, l'attachement, c'est à la base de comment on se sent, qu'on réfléchit, qu'on se comporte dans le contexte des relations amoureuses. Puis quand on a des insécurités d'attachement, généralement, on a plus de difficultés dans les relations. À l'âge adulte, on va parler de 2 types d'insécurité d'attachement, puis je veux dire, tout le monde là, peut avoir ces insécurités-là à différents degrés. Il y a, entre autres, l'anxiété d'abandon. Ça, c'est basé sur une vision négative de soi. Puis ça va être associé à une croyance qu'on ne mérite pas l'amour de l'autre, puis à une peur d'être abandonné par notre partenaire. Donc, les gens qui font plus d'anxiété d'abandon, généralement, ils vont chercher activement à être rassurés par leur partenaire. Ils vont vouloir être proches de lui, lui ou elle, essentiellement, pour se confirmer que la relation, elle est toujours là. Au contraire, les personnes qui font de l'évitement de l'intimité, en fait, eux, c'est plus basé sur une vision négative des autres. Par exemple, les autres, ils ne sont pas fiables. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient là pour nous quand on en a besoin. Et donc, ces gens-là vont être inconfortables dans les contextes d'intimité ou avec la proximité émotionnelle. Donc, les gens qui font beaucoup d'évitement de l'intimité vont essayer d'établir des stratégies pour garder les autres à distance. Donc, comme j'ai dit, l'attachement, c'est lié à comment on est dans les relations amoureuses. Mais c'est aussi lié à comment on se sent, comment on se comporte, comment est-ce qu'on réfléchit dans la sexualité, qui est un contexte relationnel très intime. Les insécurités d'attachement sont aussi associées à des difficultés au niveau de la sexualité. Par exemple, c'est des gens qui vont être plus inconfortables avec ça ou qui vont être préoccupés par la sexualité. Il y a aussi une association avec des conceptions différentes de la sexualité. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les personnes qui font de l'évitement de l'intimité, elles ont tendance à concevoir la sexualité de façon assez égocentrique, donc comme une façon de répondre à leurs propres besoins. Au contraire, les personnes qui font de l'anxiété d'abandon, ces personnes-là, ils vont plus faire un lien fort entre la sexualité et comment ça se passe dans leur relation de couple. Donc, alors qu'avec l'évitement de l'intimité, on sépare un peu la sexualité de la relation, c'est comme 2 choses différentes. Les personnes qui font plus d'anxiété d'abandon, au contraire, la sexualité et la relation, c'est très interrelié. OK, mais
au jour le jour, là, quand on parle des vraies affaires dans la chambre à coucher, là, à quoi ça ressemble? Comme je disais tantôt, Martine et Jérôme, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. On pourrait dire que c'est un vieux couple, en tout cas, c'est un couple de longue durée. Bien, de quoi ça a l'air, leur sexualité? Bien, c'est vraiment un drôle de hasard que vous me posiez cette question-là. Parce que, vous savez, Martine et Jérôme, ils ont participé à une étude sur le bien-être sexuel chez les couples de longue durée. Quel hasard, hein? En fait, les couples qui ont participé à cette étude-là, ça faisait en moyenne 9 ans qu'ils étaient ensemble. Puis, comment ça a fonctionné? Pendant 3 semaines, à tous les jours, ils ont répondu à des mini-questionnaires. Et donc, quand ils avaient eu des activités sexuelles, ils disaient, entre autres, leurs raisons, pourquoi est-ce qu'ils ont eu les activités sexuelles, puis comment ils se sont sentis pendant. Avant de vous montrer les résultats, je tiens à faire un petit avertissement. Bien, vous savez, c'est en faisant cette étude qu'on a réalisé, bien que ça nous paraît très logique maintenant, que quand on fait une publicité qui dit qu'on cherche à comprendre les clés du bien-être sexuel et conjugal à long terme, les chances sont qu'on va tirer des couples qui vont bien, qui vont très, très bien, qui vont même trop bien, OK? Donc, c'est juste de garder en tête que les couples qu'on a dans notre étude, ils ne sont pas tout à fait représentatifs des monsieur, madame, tout le monde, OK? Ils sont vraiment actifs et satisfaits sexuellement. C'est des machines, on ne sait pas trop c'est qui, OK? Donc, juste gardez ça en tête, OK? Mais je pense qu'on peut quand même réfléchir sur les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Disons que Jérôme, c'est une personne qui fait beaucoup d'évitement de l'intimité. Bien, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que en moyenne, sur les 3 semaines, il y avait moins tendance à avoir des activités sexuelles pour des buts de soutien. Puis ça, c'était associé à des expériences plus négatives, globalement, pendant les activités sexuelles. Ce que ça veut dire, c'est que, généralement, il avait plus d'émotions et de pensées négatives, donc il y avait plus de frustration, de déception, de stress à l'ouette, et il avait moins d'émotions et de pensées positives. Donc, Jérôme était moins porté à nous dire qu'il s'était senti bien, qu'il avait eu du plaisir, puis qu'il s'était senti attiré par Martine. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, je pense que ça montre que pendant ces 3 semaines-là, Jérôme n'a pas vraiment inclus Martine dans ses motivations pour faire l'amour. Donc, il n'était peut-être pas très sensible à ses besoins à elle. Probablement qu'il était plus centré sur ses besoins à lui. Puis quand même, on voit qu'il a vécu des expériences globalement moins positives. Bien, peut-être qu'en étant moins sensible à Martine, peut-être qu'il était moins sensible à lui-même, qu'il était moins connecté avec ses émotions. Puis ça pourrait expliquer pourquoi il a moins profité du moment. Mais Martine, elle, Martine, on va dire que c'est une personne qui a un niveau élevé d'anxiété d'abandon. OK? Elle, pendant les 3 semaines, elle a eu tendance à avoir des activités sexuelles pour des buts d'attachement. Et ça, c'était lié à une expérience plus négative, donc plus de pensées et d'émotions négatives, moins de pensées et d'émotions positives, pour elle, mais aussi pour Jérôme. Bien, en fait, quand on fait les choses par peur ou pour essayer d'éviter quelque chose de désagréable, de façon générale, c'est pas là qu'on a les meilleurs résultats. Je veux dire, on se le cachera pas, là, mais quand on essaie de faire les choses, quand on fait les choses par peur, essentiellement, inconsciemment, on a tendance à essayer de confirmer notre peur. Donc, si Martine a décidé un soir de faire l'amour avec Jérôme parce qu'elle voulait se rassurer que Jérôme l'aime puis que leur relation va bien, bien, ça se peut qu'elle était prise dans sa tête, puis là, qu'elle réfléchissait à leur relation, puis c'est-tu correct, puis ci, puis ça. Ou peut-être même que là, elle regardait Jérôme, puis là, essayait de chercher tous les petits signes qui pourraient dire que finalement, il n'est pas vraiment dedans, puis il l'aime pas vraiment. Donc, clairement, là, elle n'était pas dans les meilleures dispositions pour profiter du moment. Puis, on peut supposer que Jérôme a senti que sa partenaire n'était pas super into it, si je peux dire ça de même. Les chances sont qu'elle a senti qu'elle n'était pas là. Puis ça pourrait avoir aussi joué sur son expérience à lui. Mais Martine, qui, oui, a un niveau élevé d'anxiété d'abandon, a aussi eu des activités sexuelles pour des buts de soutien. Et ça, c'était associé à des expériences positives pour elle et pour Jérôme. Bien, ça se peut que Martine n'était pas tout le temps prise dans ses insécurités. Puis que dans ces moments-là, elle était plus connectée à son partenaire puis au moment présent. Je veux dire, ça risque de créer un meilleur moment pour tout le monde.
Puis dans la sexualité, comme dans les relations amoureuses de façon générale, bien, on peut tirer beaucoup de satisfaction du fait d'avoir fait plaisir à notre partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on en retire? Bien, d'abord, sachez que même chez les couples qui vont très bien et qui sont actifs sexuellement, qui sont des machines, des fois, ben c'est pas tout le temps le fun. Quand on fait l'amour, c'est bien normal puis c'est bien correct. Également, faire l'amour pour essayer de se rassurer notre relation, ben ça risque de nous garder dans notre tête puis de nous faire passer un moins bon moment, tout comme à notre partenaire. Quand on fait l'amour, essentiellement, c'est un moment d'échange, c'est un moment de connexion avec notre partenaire. Donc, c'est sûr, si on est plus sensible à ce que notre partenaire vit, puis qu'on essaye de rester dans ce moment-là, présent avec la personne, bien, ça risque d'être vraiment plus le fun pour tout le monde. Alors, sur ce, je vous dis, faites l'amour et amusez-vous bien. C'est correct, je ne serai pas fâchée si vous avez des questions. Oui, moi, ça me va. T'es sûr que t'as pas une question, là? C'est bon. L'évitement de l'intimité? Deux secondes, je vais me rapprocher, je t'entends pas bien. Oui. Mais juste pour répéter globalement la question, en même temps, tu me diras si j'ai bien compris, c'est que on voulait savoir si c'est par questionnaire qu'on a regardé si c'était de l'évitement de l'intimité ou de l'anxiété d'abandon que les gens vivaient. C'est ça ta question? Puis est-ce que c'est ça que je cherchais précisément? En fait, ça faisait partie des choses qu'on a regardées, mais vous savez, c'est des continuums. Donc, essentiellement, tout le monde peut avoir un peu ou beaucoup une anxiété d'abandon ou un peu et beaucoup d'évitement de l'intimité. On peut avoir les deux mélangés. Ce n'est pas vraiment des catégories séparées à part. C'est pour faire simple ici qu'on l'a présenté comme ça. Puis, on n'a pas non plus essayé de mettre de faire des résultats avec des partenaires, un anxieux puis un évitant. C'est plus une façon ludique, je vais dire, de vous présenter les résultats. Puis, oui, on voulait voir en général les gens, ce qui avait de l'anxiété puis de l'évitement, puis comment est-ce que ça se passait là, au niveau de la sexualité à ce moment-là. Est-ce que je réponds bien à ta question? Super, merci. C'est tellement une question intéressante. Oh, mon Dieu Seigneur, il y a une craque ici. Attention. Malheureusement, on ne le sait pas. OK? Ça fait plusieurs années que l'étude a été faite, puis je pense qu'on était jeunes et naïfs à ce moment-là. Puis on n'a pas posé toutes les questions qu'on aurait dû, puis qu'on aurait pu sur leur style relationnel, sur leur orientation, tout ça. Donc, on ne sait pas si on a des couples amoureux. Tu sais, vite de même, je vais dire non, parce que ben on avait deux partenaires par couple, mais en même temps, clairement, là, on ne sait pas ce qui se passait chez eux dans leur vie personnelle. Là. Donc, peut-être, puis ça serait super intéressant de voir, quand on a une configuration relationnelle plus complexe qu'à deux partenaires, comment est-ce que ça va jouer sur leur sexualité, là, vraiment. Merci. Oui? C'est un peu le même genre de réponse. Quand je disais qu'on était jeunes et naïfs, là, on n'a pas posé la question. Je sais, aujourd'hui, je me dis, ben, comment on est passé à côté de ça? Mais en tout cas, ce qui est fait est fait. Donc, on sait que les gens nous ont dit homme ou femme, OK? Puis que ça fait qu'on a des matchs de homme ou femme. Mais on est conscient qu'on manque bien des nuances avec ça. Puis c'est pas parce qu'ils sont hommes ou femmes ensemble qu'ils se considèrent hétéros ou bi, whatever. Donc, dans cet échantillon-là, on a des couples de genre différents, que je vais dire. Là. Donc, ils se sont identifiés comme hommes-femmes, mais ça se peut qu'il y ait des choses qu'on n'avait pas vues, malheureusement. Oui.
Hey, je m'excuse, j'ai juste le spot dans la face. Je vais changer de position. Mhm. Hmm. Ben, écoute, c'est une bonne question. Et comment est-ce qu'on quantifie le taux d'amour? C'est une grande question. Bien, on a mesuré ce qu'on appelle la satisfaction conjugale. Donc, essentiellement, comment est-ce ils sont satisfaits de leur couple, de la relation de façon générale. Est-ce que c'est vraiment l'amour qu'on mesure? Je ne suis pas certaine. T'sais, on peut être satisfait de notre couple parce que on se sent intime, c'est amical. T'sais, il y a plein de façons de le conceptualiser. Donc, malheureusement, on n'a pas une question qui disait à quel point vous aimez votre partenaire. Je ne sais pas si on mesurait ça comme ça, mais on sait que, de point de vue satisfaction conjugale, ce sont des couples qui sont très heureux. Donc, ils ne sont pas juste heureux au lit, ils sont heureux tout le temps ensemble. Ouais. C'est tout? Merci beaucoup! Je vais te redonner le prévu. Donc, on va déjà enchaîner avec la deuxième présentation qui va être faite par Caroline Dugal. Donc, elle est psychologue et professeure adjointe au département de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle étudie les déterminants de la violence conjugale et ce soir, elle va nous présenter justement la coercition sexuelle au sein des relations amoureuses. On l'applaudit. Merci beaucoup. Je vais essayer de gérer le micro et ça en même temps. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, un grand merci de m'accueillir ce soir. Donc, moi, je suis nouvellement professeure, mais j'ai fait mon postdoctorat au laboratoire de Audrey Brassard que vous allez voir bientôt. Puis aujourd'hui, je viens vous présenter des données sur lesquelles on a travaillé pendant mon postdoctorat. Là, je vais vous amener du côté un peu plus sombre de la sexualité. Puis quand je préparais la présentation, je me disais, ça serait le fun que je puisse amener un peu de joke ou faire quelque chose d'un peu ludique, mais on va parler de coercition sexuelle, de pression sexuelle. Fait que ça serait pas tout à fait la meilleure stratégie à adopter. Donc, je vais vous parler de l'apport un peu sombre de la sexualité dans les relations de couple. Donc, la violence sexuelle, quand on pense à ça, on s'imagine souvent, on a des images là, de soirées bien arrosées, un méchant jeune homme qui traîne une jeune femme complètement saoule. On peut avoir en tête aussi là, de la violence sexuelle qui se passe au travail, à l'université. On a peut-être en tête là, des stars, Marie-Pierre Morin, qui agressent des gens, les mordant. Mais, ou même, on peut avoir l'idée d'un inconnu qui nous saute dessus, qui saute d'un buisson puis qui nous agresse. Mais dans les faits, une des formes les plus communes et prévalentes de violence sexuelle, ça se passe à la maison, dans la chambre à coucher, entre partenaires amoureux. Donc, la coercition sexuelle, ça touche à peu près un couple sur deux. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la coercition sexuelle, ça a une forme un peu plus subtile. Il n'est pas toujours question de viol. La coercition sexuelle, c'est toutes les tactiques verbales et non verbales qui sont utilisées pour faire sentir l'autre coupable ou inadéquat de ne pas vouloir des relations sexuelles. Donc, dans les relations de couple, en général, là, je vous donne un punch, là. Le niveau de libido des deux partenaires amoureux est rarement le même. Ça veut dire que dans la majorité des situations, avec votre partenaire amoureux, vous n'aurez pas toujours envie d'avoir des relations sexuelles en même temps. Donc, dans tous les couples, il faut négocier des moments où un des partenaires fait des avances sexuelles puis l'autre, ça ne tente pas. Il y a des gens qui vont réagir de façon assez habituelle en insistant davantage. Donc, come on, t'es sûr, ça ne te tente pas. Ça, c'est correct. Par contre, si ça inclut des gestes qui visent à faire sentir l'autre coupable ou d'amener une espèce d'obligation d'avoir des relations sexuelles, là, on parle plus de coercition sexuelle.
Puis, ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est une forme de violence qui est peu reconnue, qui est vraiment minimisée parce qu'on a tendance à dire « Ah, bien, dans le fond, c'est juste des stratégies maladroites de séduction. » Mais non. Les conséquences de la coercition sexuelle, elles sont présentes et elles peuvent être très grandes pour un couple. Donc, à quoi ça ressemble la coercition sexuelle? Ce sont des tactiques, comme je l'ai dit, verbales et non verbales. Donc, ça peut être du chantage, ça peut être des comportements d'insistance, donc insister de façon répétée ou continuer de faire des attouchements au partenaire. Oh, voyez, c'est une imitation. Continuer de toucher le ou la partenaire malgré qu'il ou elle nous a dit « ça ne me tente pas » ou ont démontré un désintérêt. Ça inclut aussi la manipulation émotionnelle puis les gestes qui sont faits avec un partenaire qui est inconscient ou incapable de répondre ou de donner son consentement. Donc, je vous ai mis des exemples de tactiques de coercition sexuelle. Je t'ai offert une super belle soirée, tu pourrais au moins me remercier. Si tu m'aimais vraiment, tu en aurais envie toi aussi. Ou si ça ne te tente pas, j'en connais d'autres qui sont intéressés. Donc, dans le cadre de notre étude, on s'est intéressé à savoir quels étaient les déterminants de la coercition sexuelle au sein des couples. Donc, le laboratoire a recruté un total de 145 couples de la population générale pour compléter des questionnaires en ligne. Et dans ces couples, on avait là, des couples de même sexe et de sexe opposé. Je vous donne le punch tout de suite de notre étude. Donc, ce qu'on a remarqué dans l'étude, c'est qu'être à l'écoute de son partenaire et communiquer de façon constructive dans la relation de couple, pendant des situations de conflit, c'est associé à moins de coercition sexuelle. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails. Donc, dans notre échantillon, on a constaté qu'il y a 40 des hommes et des femmes qui ont rapporté avoir subi de la coercition sexuelle dans leur relation. C'est énorme. C'est un très gros chiffre. Et en moyenne, ces gestes-là étaient arrivés de 3 à 5 fois dans la dernière année. Les gestes qui étaient le plus souvent endossés, c'était persister, donc continuer d'insister à répétition malgré que l'autre n'en a pas envie et a exprimé ne pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles, mettre de la pression ou faire sentir l'autre obligé d'avoir des relations sexuelles, la comparaison avec d'autres couples et le fameux « si tu m'aimais, t'en aurais envie ». Donc, dans notre étude, on s'est intéressé à voir si la théorie de l'attachement et les insécurités d'attachement, dont ma collègue vous a très bien présenté les principaux constats il y a quelques minutes, on s'est intéressé à savoir si les insécurités d'attachement permettaient d'expliquer l'apparition de coercition sexuelle dans le couple. Au niveau de la sexualité, les personnes qui ont de l'anxiété d'abandon vont avoir tendance à considérer la sexualité comme un baromètre de la relation. Donc, s'il y a de la sexualité puis que c'est le fun dans la relation, pour eux, ça veut dire que la relation, ça va bien puis ça les sécurise. Les gens qui ont de l'évitement de l'intimité, eux, au niveau de la sexualité, ils vont avoir tendance à moins avoir de désir sexuel dans une relation de couple qui est engagée parce qu'ils sont évitants. Donc, ça les insécurise, l'intimité émotionnelle et sexuelle. Donc, ils vont avoir tendance à minimiser ça ou mettre ça un peu de côté dans la relation. Donc, nos résultats, qu'est-ce qu'on a constaté? Bien, quand les deux partenaires amoureux ont tendance à être plus évitants, donc ils sont inconfortables avec l'intimité émotionnelle, avec la vulnérabilité, mais ils vont rapporter utiliser moins de communication constructive lorsqu'ils ont des conflits en général dans la relation. Donc, ils vont avoir moins tendance à prendre la perspective de l'autre, à exprimer clairement ce qu'ils vivent, puis à être ouverts à ce que l'autre a à dire pendant les conflits. Et en retour, ça, c'est lié à plus de coercition sexuelle dans le couple. On a remarqué aussi que chez les couples, quand il y a un des partenaires qui a plus d'anxiété d'abandon et l'autre qui a plus d'évitement de l'intimité, ça donne un style de gestion de conflit qu'on appelle demande-retrait. Le demande-retrait, c'est le style de gestion de conflit le plus
rapporté dans la population. Il y a probablement là, 80% d'entre vous qui vivent ça dans votre relation de couple quand vous vous chicanez. C'est quand un des partenaires fait une critique, blâme ou nomme une insatisfaction et l'autre réagit en se défendant, en se retirant ou en disant « j'ai pas le goût d'en parler ». Ça, là, ce pattern de communication dans les conflits, c'est un pattern qui se polarise. Donc, plus la personne critique, blâme, plus l'autre se retire, se défend. Puis là, ça escalade, si on veut. Et ça, dans les couples, c'est associé à plus de coercition sexuelle chez les deux partenaires, peu importe la position qu'ils prennent dans les patrons de conflit. Et ça, ce lien-là avec la coercition sexuelle, c'était un peu plus fort chez les couples de même sexe. Finalement, encore une fois, l'évitement de l'intimité, quand c'est plus élevé chez les deux partenaires, c'est associé à une communication de type blâme mutuel dans les conflits. Puis ça, c'est assez typique, là. En thérapie, je vois ça assez régulièrement. Des couples qui, de nature, ont tendance à éviter le plus possible les conflits. Bien, quand ils sont pris puis ils doivent aborder une situation conflictuelle, bien là, ça éclate. Puis le blâme mutuel, ça, c'est des patrons de communication où chaque partenaire va se blâmer puis se critiquer et ça va escalader rapidement. Donc, t'es juste un ça, c'est ta faute, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Puis là, ça escalade. Bien, ça, c'est associé encore une fois à plus de coercition sexuelle dans le couple. Et ce lien-là était plus fort pour les personnes qui étaient en couple avec un homme, peu importe qu'il soit dans une relation de même sexe ou de sexe opposé. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces résultats-là? Donc, la grosse conclusion, je vous dirais, c'est que de prendre conscience de ces insécurités d'attachement, au moins en prendre conscience et d'essayer de changer notre style de gestion de conflit dans notre relation de couple, ça peut nous protéger de la coercition sexuelle. Donc, ça, c'est d'autant plus le cas si on est en couple avec un homme ou si on est dans un couple et qu'on est membre de la diversité. Si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, vous pouvez me les poser. Là, je n'ai pas le temps de vous les présenter tout de suite. Il faut faire attention toutefois parce que même si on a une approche relationnelle pour étudier la coercition sexuelle, les auteurs de coercition sexuelle, ce sont les seuls responsables de leurs gestes. Hein? C'est important de souligner ça. Puis, il y a des ressources d'aide. Si on est victime, si on est auteur, il y a des stratégies qui peuvent être utilisées pour diminuer ça. Donc, ici, je vous ai mis une référence d'une association qui chapeaute plusieurs organismes spécifiquement pour les hommes, mais il y a aussi des organismes pour les victimes. Et il y a certains couples qui peuvent aussi, là, si vous prenez conscience de certains gestes qui se déroulent dans votre relation, il y a moyen d'aller chercher de l'aide en thérapie conjugale également. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je demeure disponible. Oui, merci d'avoir embarqué sur ce cue que je vous ai donné. En fait, là, ce qu'on constate, là, c'est que de façon générale, les femmes sont plus à risque de subir de la violence sexuelle et les personnes qui sont membres de la diversité sexuelle et de genre également. Donc, nos résultats, on suppose que c'est probablement représentatif de ça. Il y a peut-être aussi des enjeux de pouvoir dans les relations. Tu sais, se chicaner puis s'entre-engueuler, c'est sûr que peut-être que les personnes qui s'engueulent avec un homme vont vivre plus de peur dans la relation que quelqu'un qui s'engueule avec une femme. Pas nécessairement et pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais on pense qu'il y a peut-être un enjeu au niveau du pouvoir dans la relation. Puis évidemment, pour ce qui est des gens de la diversité, bien, le stress minoritaire, on soupçonne que ça a probablement un effet sur tout ce qui est des enjeux relationnels, puis ce que les conflits ont comme... Qu'est-ce que ça représente pour eux dans leur relation? On suppose qu'il y a des enjeux de stress minoritaire qui peuvent jouer là-dedans. Merci. D'autres questions?
Non? Ça vous étonne pas? Ah oui, dans le fond, oui. Bon, très bon point. Comment intervenir, que ce soit dans notre relation ou si on a des amis qui nous en parlent? C'est sûr que une des choses qui est importante à faire, c'est de faire un peu, je dirais, de la prévention, puis s'assurer que, tu sais, je pense qu'au niveau de, tu sais, moi, vous qui êtes ici, tu sais, de partager avec vos amis, avec les gens que vous connaissez, de quelle façon est-ce que la coercion sexuelle peut être subtile et se manifester subtilement dans les relations de couple. Je pense que quand on est en couple avec quelqu'un en qui on a confiance, si on vit ce genre de situation-là, il y a moyen d'en parler d'une façon non tu m'agresses sexuellement sans embarquer là-dedans, mais il y a moyen d'en parler, puis ou bien d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un spécialisé en suivi conjugal qui peut aussi aider à ce genre de dévoilement-là. Mais je pense que, tu sais, si vous avez des amis qui vous parlent de ça, c'est important de mettre des mots là-dessus, puis de dire, bien, tu sais, il y a moyen que tu te sentes plus en sécurité dans la sexualité avec ton ou ta partenaire, puis de dire, bien, ce genre de comportement-là, bien, est-ce que ça te fait sentir bien? Non. Bien, tu sais, c'est pas nécessairement un comportement qui est optimal. Donc, il y a moyen d'aborder plus ça en général. Je pense que c'est important que ça soit nommé, qu'il y a des comportements que non, c'est pas de la séduction maladroite, non, c'est pas ton désir qui est trop grand qui fait que tes comportements sont incontrôlables. Il y a des gestes un peu contrôlants qui doivent être nommés quand même. Ouais, je sais pas, c'est très vague, là. J'aimerais ça sauver le monde là-dessus, mais on a encore du travail à faire. Merci. Merci. Donc, ça va être le moment pour une petite pause. Donc, on vous laisse 10 minutes pour aller... 5? 15 minutes. 15 minutes pour aller prendre une gorgée d'eau, une gorgée de bière, aller aux toilettes, faire ce que vous voulez, puis on se revoit tantôt. Donc, on va recommencer. On est déjà rendu à la 3e présentation. Donc, on va poursuivre avec Mélanie Morin. Elle a déjà présenté à Bistro Brain en 2017, donc la première année que Bistro Brain existait. Elle est professeure titulaire à l'École de réadaptation et directrice du laboratoire de recherche en neurogynécologie. Et elle nous présente une présentation sur les douleurs sexuelles, les traitements et les causes. Donc, on l'applaudit. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir, surtout accompagnée de mes collègues, un panel d'experts reconnus. Donc, je me joins à vous pour parler de ce qui affecte la sexualité. Donc, c'est un peu moins rose, les douleurs sexuelles. Quelles sont les causes? Quels sont les traitements pour cette condition-là qui affecte les femmes et leurs partenaires? Donc, est-ce que c'est rare? Tout le monde, on n'en entend pas tellement parler des douleurs sexuelles. On peut penser que c'est une condition qui survient rarement. Vous allez peut-être être surpris de savoir que on parle de 11 à 21% des femmes qui ont des douleurs dans les relations sexuelles. Une femme sur 6, c'est énorme, on n'en entend jamais parler. Et en plus, l'incidence est en augmentation pour des raisons qu'on ignore. Quand on y pense, c'est aussi fréquent que les problèmes de dos ou encore d'autres problématiques de douleurs chroniques comme arthrite, arthrose, fibromyalgie, toutes des conditions qu'on entend parler très, très fréquemment. Les douleurs sexuelles, c'est aussi fréquent que ces conditions-là très connues. Les douleurs peuvent atteindre les femmes de tout âge, donc des femmes jeunes, des femmes en postpartum, après des lésions à l'accouchement, des femmes avec l'allaitement, qui a une carence estrogénique qui crée de la douleur,
pour les mêmes causes, des carences estrogéniques, des femmes à la ménopause qui peuvent développer des douleurs. Moi, ce qui m'intéresse de vous parler un peu plus ce soir, et je regarde le groupe d'âge, donc j'ai fait un bon choix, c'est les douleurs liées à la vestibulodynie provoquée. La vestibulodynie provoquée, c'est la cause la plus fréquente de douleurs. Vestibulodynie, donc vestibule pour le vestibule, l'entrée du vagin, dynie pour douleur, et provoquée parce que ça fait mal quand on touche la région. On ne touche pas douleur, on touche la région, il y a une douleur qui se crée. Ça affecte les femmes de tout âge, mais avec une prévalence plus importante dans votre groupe d'âge, les femmes de moins de 34 ans. Le portrait global là, qu'on voit au Québec et à travers le monde, c'est que 50 % n'ont jamais eu de traitement pour cette condition-là. 60 % d'entre elles consultent 2 à 3 médecins avant d'obtenir un diagnostic et 40 % vont être mal diagnostiqués malgré qu'ils ont été à 3 rendez-vous différents. C'est épouvantable. Donc, ces femmes-là vont avoir de la douleur dans les relations sexuelles. Je vous ai dit qu'aussitôt qu'on touche la région, c'est douloureux. Elles vont aussi avoir des douleurs avec l'insertion d'un tampon, en faisant du vélo, en s'assoyant sur une chaise, donc tout ce qui peut toucher à la zone vulvaire. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si mal pris en charge encore aujourd'hui? Une des causes principales, c'est que c'est mal compris, mais également que c'est un diagnostic d'exclusion. Qu'est-ce que je veux dire par un diagnostic d'exclusion? C'est qu'il faut, comme médecin, comme professionnel de la santé, exclure toutes les conditions qui peuvent créer des douleurs. Donc, des causes infectieuses, vaginite, vaginose, des causes inflammatoires. Est-ce qu'il y a une condition dermatologique sous-jacente? Des causes néoplasiques, un cancer de la vulve, des causes neurologiques comme une lésion au nerf, traumatiques, des mutilations génitales, par exemple. Des causes iatrogéniques, donc les femmes qui ont eu un cancer, par exemple, on leur a fait de la radiothérapie. La radiothérapie, donc le traitement lui-même a créé des lésions et des douleurs. Et des déficiences hormonales, des carences estrogéniques là, qui affaiblissent et atteint la muqueuse. Donc, une fois qu'on a éliminé ces conditions-là et qu'on a traité les conditions qui sont traitables, là, on peut prendre la voie de la vestibulodynie provoquée en faisant le test du coton-tige. Donc, vous voyez en bleu, c'est le vestibule, c'est la zone qui est douloureuse chez les femmes, l'entrée vaginale. On va prendre le coton-tige, on va toucher à cette zone-là et les femmes vont rapporter une douleur de 8 sur 10 en moyenne. Ils vont dire que c'est une brûlure, c'est comme une coupure ou une piqûre. 8 sur 10, c'est une douleur intense. Et ça va reproduire les douleurs qu'elles ont dans les relations sexuelles. Donc, c'est une cause. Tantôt, je vous ai dit que c'est un diagnostic d'exclusion. C'est parce que parfois, le professionnel de la santé va s'arrêter à la première étape de « bien, je vois rien d'anormal, il n'y a pas d'infection. » Et là, les femmes entendent « bien, c'est ça, je dois être folle. » Donc, les répercussions sont très grandes pour les femmes atteintes. J'ai mis quelques citations qui proviennent d'une étude. Est-ce que je suis une vraie femme? Est-ce que je vais perdre mon partenaire? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais vouloir avoir des enfants? Donc, ces femmes-là, je vous ai dit tantôt qu'elles étaient en bas de 35 ans, ces femmes-là devraient être dans la fleur de l'âge, jouir d'une sexualité épanouie, et elles ont ce problème-là qui mine leur sexualité. Mais quelles sont les causes? On aime parler des facteurs reliés parce que le problème, c'est que encore aujourd'hui, il n'y a souvent pas une cause, il y en a plusieurs. Et même chez certaines femmes, on ne trouve même pas de facteurs qui sont reliés puis ils développent cette condition-là. Donc, ça cause, on a des difficultés à identifier. Fait que là, gardez en tête ça parce que ce n'est pas une seule cause, ça peut être un amas de plusieurs causes et pour toutes les femmes, ça peut être différent. Donc, mes collègues ont tracé un beau portrait de l'importance du couple. Donc, je vais surfer là-dessus pour vous dire que le couple est aussi important pour influencer les douleurs dans les relations sexuelles. Selon certains paramètres du couple, ça influence la douleur des femmes. Les facteurs psychologiques sont importants. C'est une douleur qui est réelle, mais comme dans toutes les conditions de douleur chronique, des facteurs psychologiques influencent et modulent la douleur. Par exemple, la peur de la douleur, la catastrophisation ou dramatisation, l'anxiété, des symptômes dépressifs, c'est toutes des situations, des facteurs psychologiques qui vont augmenter la douleur chez les femmes au niveau vulvaire, mais ça, c'est vrai pour toutes les douleurs chroniques également.
Les recherches se sont beaucoup attardées aux facteurs biologiques ou biomédicaux. Entre autres, on a étudié l'influence des hormonales, donc des anovulants. Là, ce que je m'apprête à vous dire, c'est que c'est vrai pour un sous-groupe de femmes. Quand on prend la population en général, le fait de prendre des anovulants, ça ne change rien dans le développement de la vestibulodynie. Mais si on a pigé la carte chanceuse génétique, que les hormonothérapies affectent et fragilisent notre muqueuse, ça peut être en cause dans le développement de la vestibulodynie. Les infections. On s'est rendu compte qu'il y a certaines femmes qui ont une sensibilité aux candidats albicans. Les candidats albicans, c'est les fameux responsables des infections, les vaginites à levure. Certaines femmes, même s'ils ont un niveau sous-clinique de candidats albicans, donc le test de dépistage de vaginite est négatif, mais ces femmes-là, cette faible quantité-là est suffisante pour aller fragiliser la muqueuse puis créer de la douleur. L'inflammation. Avant, on appelait ça une vestibulite vulvaire, cette condition-là, parce qu'on se disait que c'était une inflammation de l'entrée de la vulve. Les nouvelles recherches nous disent que, oui, il peut y avoir des marqueurs d'inflammation, même si ce n'est pas des marqueurs qui sont typiques d'inflammation. Étant physiothérapeute de formation, il faut que je vous parle absolument de muscles du plancher pelvien. Donc, ces muscles-là, c'est des muscles qui vont du pubis jusqu'au coccyx, qui referment toute la base du bassin. Et je vous en parle parce que, bon, ils ont un bon côté, ces muscles-là, dans le sens qu'ils sont responsables de la continence, autant urinaire qu'anale. Ils sont responsables du support des organes. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi dans le cadre de notre soirée, c'est qu'ils sont responsables de la fonction sexuelle, sont impliqués dans la fonction sexuelle. On a récemment terminé une revue systématique qui documentait que les muscles du plancher pelvien, meilleurs qu'on a des muscles, donc plus nos muscles sont forts, meilleur on a notre fonction sexuelle. Donc, il y avait un lien, une association avec nos muscles et l'excitation et notre capacité à avoir des orgasmes également. Donc, il faut entraîner vos muscles du plancher pelvien. Mais les femmes qui ont des douleurs développent une problématique autre, dans le sens qu'elles ont des tensions au niveau du plancher pelvien, une augmentation du tonus, une sensibilité à la palpation. Quand on touche ces muscles-là, c'est douloureux et elles ont de la difficulté à aller contrôler, contracter leur musculature. Il y a aussi une recherche qu'on a menée qui a montré que le fait d'avoir beaucoup de tension, ça restreignait la circulation sanguine et ça contribuait aussi au développement de l'inflammation. Donc, même si l'inflammation vulvaire est un peu plus loin des muscles, ça peut avoir un lien. Et les muscles du plancher pelvien ont une innervation avec le système limbique. Donc, toutes les émotions, les facteurs psychologiques que je vous ai dit sont reliés à la musculature. Dans des cas de douleur chronique, on a de la sensibilisation centrale. Donc, ça veut dire que la problématique n'est plus seulement à la vulve, mais qu'elle est rendue dans les mécanismes de contrôle de la douleur au niveau du système nerveux central. Ça s'est illustré dans les études, par exemple, en montrant que les femmes qui ont de la vestibulodynie sont plus sensibles ailleurs sur le corps et ils ont une plus grande aussi concomitance de d'autres problématiques de douleurs chroniques, côlon irritable, fibromyalgie. Donc, tout ça, c'est en lien avec une altération centrale du contrôle de la douleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter ça? Il y a plein de possibilités thérapeutiques. On a publié dernièrement un algorithme de traitement à la demande du ministère de la Santé, parce que tantôt, je vous ai dit que c'était mal pris en charge, il fallait se mettre en action. Donc, la première étape, c'est d'aller avec l'éducation parce qu'on veut éliminer tous les irritants vulvaires. Il y a certaines femmes qui utilisent des produits qui peuvent irriter, donc c'est éliminer ça, prendre les bons lubrifiants, par exemple, qui n'ont pas des ingrédients qui peuvent irriter, comme le propylène glycol. Donc, on commence par éliminer ça. On a vu aussi dans des études que le fait de faire des séminaires pour comprendre le fonctionnement sexuel, donc vous êtes ici à soir, donc c'est vraiment dans le bon sens, donc ça a amélioré la douleur, et le fait aussi de comprendre la neurophysiologie de la douleur, ça pouvait permettre d'améliorer les conditions. La psychothérapie, psychologie, il y a eu plein d'études qui ont montré l'efficacité de l'approche cognitivo-comportementale et de la méditation pleine conscience pour venir en aide aux femmes qui ont des douleurs. Tantôt, je vous ai parlé des facteurs psychologiques impliqués. Donc, l'efficacité de l'approche psychologique, elle est démontrée. En physiothérapie, maintenant,
c'est un des traitements qui est jugé le plus efficace. Puis on a pu démontrer ici même à Sherbrooke, dans le cadre d'un vaste essai clinique randomisé Sherbrooke-Montréal, que la physiothérapie était plus efficace pour la douleur, pour la fonction sexuelle, pour la peur de la douleur, la catastrophisation, au niveau de l'amélioration perçue également, au niveau des muscles du plancher pelvien, mais là, c'est un peu ça qu'on cible, donc c'est logique. La vascularisation aussi, qu'on pouvait avoir une amélioration. Et au niveau des contrôles endogènes de la douleur, donc en ciblant des modalités, on allait aussi jouer sur des mécanismes centraux, même si on travaille plus au niveau des muscles. Qu'est-ce que c'est la physiothérapie? C'est généralement environ une dizaine de séances. On comprend plusieurs modalités, donc des techniques manuelles pour aller étirer et défaire les tensions musculaires, du biofeedback qui est une sonde qui permet de relâcher, d'apprendre aux femmes à contrôler leur musculature, des techniques d'insertion ou des dilatateurs ou des dildos, vous pouvez les appeler comme vous voulez, et des exercices à la maison, c'est ça qui a été efficace. Maintenant, si on passe au deuxième niveau, les traitements que je vous ai présentés avant n'ont pas fonctionné. Il y a une panoplie de crèmes qui s'offrent aux femmes pour pouvoir être tentées pour essayer d'améliorer leur douleur. Et vous voyez aussi dans l'approche pharmacologique, il y a des antidépresseurs qui sont là, pas parce que c'est pour traiter la dépression, mais c'est que ces antidépresseurs-là jouent sur des mécanismes qui sont en cause dans la douleur chronique. Même chose pour les neuromodulateurs. Donc, il y a certaines évidences. Les femmes, quand il y a une concomitance du développement de la vestibulodynie liée à la prise d'un ovulant, on peut faire la tentative de changer de méthode contraceptive pour voir si ça peut améliorer. Maintenant, quand on est rendu au troisième niveau, on est dans des approches plus invasives. Donc, vestibulectomie, où est-ce qu'on enlève la zone douloureuse. Injection de botox, d'interférons, de stéroïdes ou de blocs nerveux. C'est des approches plus invasives, mais certaines femmes sont rendues là parce que les autres approches n'ont pas réglé leurs problèmes. Donc, dans le laboratoire, on est toujours à la recherche de nouvelles techniques pour améliorer notre arsenal thérapeutique et venir en aide aux femmes. Présentement, on est en train d'investiguer la poncture, pas comme l'acupuncture, mais une aiguille qui va au niveau du muscle pour défaire les tensions. Dans notre étude, on s'est rendu compte qu'il y a des femmes qui ont des tensions très importantes. Ça prenait une modalité additionnelle. Et la poncture ou aiguille sèche ou dry needling, c'est efficace ailleurs sur le corps. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire ça au niveau du plancher pelvien en adressant les muscles autour des hanches limitrophes. Donc, c'est en cours présentement au laboratoire pour tester chez les femmes qui ont beaucoup de tension musculaire. On est également en train d'évaluer le laser. Là, je voulais vous dire que tous les lasers ne sont pas pareils. Et il y a des lasers qui vont aller réchauffer les tissus doucement, d'autres qui vont aller même couper, des lasers chirurgicaux. Donc, nous, au laboratoire, on a vu que les lasers qui étaient doux, qui réchauffaient sans douleur, étaient prometteurs et on est en train de faire une étude pour offrir ces traitements-là aux femmes. Et c'est tous des traitements qu'on peut, étant donné que c'est dans le cadre des études, offrir gratuitement aux femmes atteintes. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les douleurs dans les relations sexuelles sont fréquentes. Il faut en parler pour briser les tabous. L'étiologie, elle est multifactorielle. Il existe plusieurs traitements à tenter. Il ne faut pas baisser les bras. Et j'aimerais vous remercier de votre attention. Et je laisse peut-être ma diapositive que si vous voulez prendre une photo et participer à nos projets ou vous voulez les donner, les codes QR mènent vers des sites pour le recrutement et en toute confidentialité. Merci. C'est une bonne question parce que les placebos, c'est vrai, c'est encore plus vrai dans tous les essais cliniques et dans les cas de douleur, c'est encore plus vrai parce qu'il y a toujours le placebo qui est très, très fort. Les études que je vous ai présentées, c'était des études qui étaient contrôlées. Donc, on comparait à un autre traitement. Donc, c'est pour ça qu'on est confiant dans les résultats parce que c'est pas seulement un groupe, mais qu'on prend en charge un peu l'aspect de comparaison. Les traitements doivent battre l'autre traitement. Mais en effet, le placebo est très fort. J'avais déjà fait une étude de stimulation transcrânienne et on a guéri des gens
dans le traitement placebo. En fait, on a guéri 5 personnes dans notre cohorte de 20. Donc, à quel point ça peut être important, le placebo, puis c'est vraiment intéressant comme sujet. Mais donc, c'est l'importance de faire des études contrôlées pour pouvoir battre l'effet placebo au moins. Donc, j'avais oublié de vous mentionner une information en retournant de la pause. On est 136 personnes aujourd'hui, ce soir, et c'est un record. On va passer à la dernière présentation, donc qui va être faite par Audrey Brassard, qui est psychologue et professeure titulaire en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Je l'ai d'ailleurs eu comme professeure, je vous recommande. Et directrice aussi du laboratoire sur le couple et la sexualité. Donc, on applaudit. Merci. Attends un petit peu. Je pense que je vais essayer de le laisser comme ça. Merci pour la belle présentation qui m'a fait du bien. Puis d'avoir dit 136, ça m'a stressé un petit peu quand même. D'habitude, moi, j'enseigne les statistiques, fait que j'imagine que ce dont je vais vous parler va être un petit peu plus intéressant ce soir. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. En même temps, la barre est haute parce qu'il y a eu vraiment des excellentes présentations avant moi. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des idéaux sexuels à atteindre. Est-ce toujours un problème? Donc, avant de commencer ma présentation, j'aimerais quand même vous inviter à réfléchir à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai l'impression que moi, je sens une pression à rencontrer des idéaux sexuels dans ma vie? Est-ce que c'est présent? Est-ce que je le sens? Est-ce que j'essaie de me conformer? Est-ce que ça me pose problème un petit peu ou pas? Donc, bien sûr, pour répondre à cette question-là, vous allez me dire, bien, qu'est-ce que c'est ça, des idéaux sexuels ou des idéaux de genre? Bien, en fait, c'est un ensemble de croyances, stéréotypes, puis un peu de messages qu'on reçoit autour de nous sur comment on devrait se comporter ou comment on devrait, ou de quoi on devrait avoir l'air si on s'identifie plus à une femme ou à un homme. Donc, évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Ici, j'en ai répertorié quelques-uns qui disent, par exemple, bien, être une vraie femme ou si je suis une vraie femme, je devrais, par exemple, avoir une grosse poitrine, une taille fine, des jambes effilées, des fesses bombées, porter des vêtements décolletés, m'habiller sexy. Là, je m'arrête un petit instant pour vous dire, moi, je suis professeure d'université dans la vie, fait que quand je me suis habillée aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me conformer à ces normes-là. Donc, je me suis dit, non, tu sais, je n'ai pas de décolleté, vous ne voyez pas tant que ça ma forme, ça va. Donc, j'ai fait un choix éclairé de ne pas m'habiller selon les standards. Mais des fois, ce choix-là, il peut être plus ou moins éclairé. Mais il y a d'autres standards aussi, plus par rapport à la sexualité, au-delà du corps puis de l'apparence. Par exemple, la femme devrait utiliser son corps pour plaire. Elle devrait être sensible, fragile, passive, chercher l'amour, pas juste la sexualité. Mais une fois dans la chambre à coucher, elle devrait être ouverte à tout, hein, parce que les modèles nous disent aussi des informations qui peuvent être contradictoires. Mais il n'y a pas juste les femmes qui sont soumises à ces normes-là. Les hommes aussi, de plus en plus, reçoivent des messages comme quoi leur corps devrait être musclé. Ils devraient aussi s'habiller d'une façon qui met en évidence leurs muscles. S'ils ont du poil, il faut que ce soit aux bons endroits. Ça, c'est aussi bien important. Mais il y a aussi beaucoup de messages sur qu'est-ce que c'est être un homme. Hein? Je devrais être fort, je devrais être entreprenant, c'est moi qui devrais initier les relations sexuelles, je devrais avoir de l'expérience, des conquêtes, si je veux être un vrai homme. Donc, il y a aussi pas mal de pression de ce côté-là. Ça va? Mais d'où ça vient? D'où ça vient tous ces messages-là? Bien, la réponse, c'est un peu partout en réalité. Donc, que ce soit via les médias sociaux, la pornographie, ça peut commencer vraiment très tôt aussi, là, dans les films et les séries télé. Là, j'ai choisi Les Princesses de Disney, mais j'aurais pu mettre Occupation Double aussi. Donc, j'ai fait des choix stratégiques. La musique et les vidéos, là, j'ai vraiment hésité pour la photo, mais j'ai mis Pitbull. C'est vraiment une bonne référence, je n'étais pas certaine. Publicité, etc. Mais c'est aussi autour de nous, dans les messages qu'on reçoit de nos parents, de nos amis, et ça peut commencer très tôt. Donc, oui, ça va?
Donc, ça commence de bonne heure. Quand on est bébé, rappelez-vous, il y a quand même un ensemble de normes sur les couleurs que tu peux porter quand tu es un garçon puis une fille, avec quel jouet tu devrais jouer, quel métier tu devrais penser faire plus tard. Donc, il y a quand même énormément de normes qui sont associées au genre, auxquelles les enfants sont exposés, puis après ça, bien, les adolescents. Puis bien sûr, c'est un petit peu des normes à propos aussi de qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce que tu devrais faire pour fitter, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas faire rire de toi ou pas, puis que tu vas être accepté et que tu vas trouver l'amour ou avoir des relations sexuelles. Mais plus on est jeune, plus on est susceptible d'absorber tous ces messages-là. Parce que quand on est jeune, notre cerveau n'est pas complètement développé, puis on n'a pas encore acquis la capacité de juger, de critiquer l'ensemble des messages qu'on reçoit. Quand nos parents sont là pour nous accompagner puis nous dire « ben non, tu n'es pas obligé de te conformer à ce message-là », ça donne un coup de pouce, mais ils ne sont pas toujours là à tous les moments, puis surtout pas dans la cour d'école. Et à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on retient, dans le fond, de ces messages-là? Puis je m'adresse à vous parce que la plupart, vous êtes des adultes, j'imagine, si vous êtes ici, en principe. Donc, qu'est-ce qui reste de ces messages-là à l'âge adulte qu'on peut avoir intégré? Donc, c'est vraiment ce qui nous a intéressés dans une série de recherches qu'on a menées auprès de milliers d'adultes québécois de 18 à 29 ans, avant les années 2020, donc dans la dernière décennie. Donc, on s'est intéressé, dans le fond, à savoir qu'est-ce qui reste chez les adultes des messages qu'on a entendus et endossés plus ou moins au cours de notre développement. On a demandé aux gens, bien, ce serait quoi une personne qui en a endossé vraiment beaucoup versus une personne qui n'en a pas endossé, puis on a appelé ça un peu de la sursexualisation, dans le sens d'avoir vraiment endossé les messages puis de les porter. Puis on voulait savoir aussi, bien, c'est quoi les impacts que ça peut avoir ou à quoi c'est associé au niveau du bien-être individuel, conjugal et sexuel. Donc, ce qu'on a trouvé à partir des résultats de nos recherches, c'est qu'il y aurait comme 5 grands aspects qui ressortiraient, qui permettraient d'établir jusqu'à quel point j'ai endossé les messages. Bien, pour le premier, je vous pose la question. À quel point j'investis du temps à améliorer mon apparence pour rencontrer les idéaux? Donc, jusqu'à quel point je mets du temps pour, par exemple, l'entraînement, la diète, je mets des soins, ma coiffure, le maquillage, ou encore que j'envisage des chirurgies esthétiques pour que mon corps se conforme à l'idéal versus pour me sentir bien dans ma peau. Donc, c'est quand même 2 choses importantes. Donc, vous pouvez vous poser la question, répondez-moi pas. OK? Donc, jusqu'à quel point? Une fois qu'on a répondu à l'intérieur de nous à cette question-là, bien, moi, je me pose la question, bien, OK, est-ce que c'est toujours un problème, tu sais, dans le fond, de endosser ce premier critère-là dont on a parlé? Bien, en réalité, nos résultats montrent qu'on ne se sent pas vraiment mieux quand on surinvestit, dans le fond, son apparence sexualisée. Dans le fond, vous ne serez pas surpris, les femmes ont tendance un petit peu plus à endosser ce trait-là, mais on a remarqué que c'est associé à un sentiment de valeur personnelle qui est plus faible, à des émotions négatives comme la honte, aussi à la surveillance. Hey, je suis correct? Y a-tu un petit pli? On voit-tu mon bourrelet? Tu sais, mon décolleté, est-tu bien placé? Donc, on a plus tendance à s'observer quand on est bien centré sur son apparence. C'est pas lié à l'engagement en couple, ni aux difficultés sexuelles, mais par contre, on a remarqué que c'est associé à une plus faible intimité dans la sexualité. Donc, je me sens moins proche de mon partenaire sexuellement, peut-être notamment parce que je suis en train de me surveiller si je suis correcte. Deuxième question. À quel point j'utilise mon corps sexualisé pour obtenir des bénéfices? Donc, ça, on appelle ça de l'auto-objectification sexuelle. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser mon corps pour un petit peu obtenir des passe-droits, des rabais, des cadeaux, mais aussi pour avoir de l'attention, de l'amour, de l'approbation en m'appuyant sur mon corps. Donc, est-ce que c'est un problème? En fait, ça s'avère que c'est pas si bénéfique que ça. Donc, c'est comme si on pense que ça va nous apporter un petit peu des bénéfices, mais en réalité, c'est associé aussi à une plus faible estime de soi. Je vais aussi vivre plus de honte et de surveillance de mon corps parce que j'utilise pas mal mon corps pour obtenir mes bénéfices. C'est aussi associé au surengagement en couple, c'est-à-dire l'impression que je m'investis vraiment beaucoup dans ma relation au détriment des autres sphères de ma vie, comme professionnelle, scolaire, sociale ou familiale. Et un autre inconvénient important, bien, c'est au niveau de la sexualité. Parce que finalement, quand j'utilise mon corps pour obtenir des bénéfices, j'ai moins de plaisir, puis je vis moins d'intimité récréative, donc j'ai moins de plaisir de type loisir avec mon partenaire. Donc, il y a quand même pas mal moins de bénéfices à cette pratique-là. Troisième question. À quel point je parle de ma vie sexuelle et je raconte, par exemple, mes exploits, mes conquêtes autour de moi, peu importe le lieu, le contexte ou les personnes.
Donc, vous pouvez vous poser la question, vous répondre à vous-même. Donc, adopter un discours sexualisé, est-ce que c'est un problème? Bien, la réponse, c'est vraiment pas. C'est un des résultats qui nous a vraiment surpris parce que, contrairement aux deux premières dimensions, bien, le fait d'être capable de parler de sa sexualité, on pense que c'est vraiment une composante positive qui est associée au fait d'être capable d'affirmer, par exemple, ses besoins, ses préférences au niveau de la sexualité. C'est pas lié à l'estime de soi ni à l'engagement. Par contre, c'est associé à une meilleure fonction sexuelle au niveau du désir, de l'excitation, de l'orgasme et du plaisir. Puis c'est aussi associé à une meilleure intimité au plan de la sexualité, mais aussi intimité émotionnelle, donc je me sens vraiment compris par l'autre, et récréative. Donc, il y a vraiment toute une série de bénéfices à ce troisième point-là qui nous a étonnés, mais qu'on est vraiment content aussi. Quatrième question. À quel point mes pratiques sexuelles sont une performance? Donc, jusqu'à quel point, quand je choisis des pratiques sexuelles que je vais faire, puis là, je vais remimer Caroline Dugal, quand je choisis une pratique en particulier, est-ce que je les base davantage sur des critères extérieurs, comme la pornographie, comme les attentes de l'autre, comme la pression sociale, plutôt que sur mes préférences à moi, ma zone de confort, mais aussi l'échange que je suis en train de vivre avec la personne avec qui je suis, puis mes limites à moi. Donc, évidemment, si je sens plus vers l'extérieur, on peut s'attendre à ce que ce soit associé à des éléments plus négatifs. Mais est-ce que c'est toujours un problème? La réponse, c'est que c'est plus nuancé que ça. Donc ici, surprise, ce seraient les hommes qui utiliseraient davantage le fait d'axer sa sexualité sur la performance, qui est quand même assez compatible avec la pression là, qu'ils ont d'être performants au niveau sexuel. Donc, c'est associé à une plus faible estime de soi et à de la surveillance de son corps et de la honte aussi envers son corps. Par contre, c'est associé à plus d'affirmation, une meilleure libido et plus d'excitation. C'est pas lié à l'intimité, mais là aussi, c'est lié au surengagement en couple, le fait de vraiment en faire beaucoup pour sa relation puis que ça occupe vraiment beaucoup d'importance dans sa vie. Alors ici, c'est quand même plus nuancé qu'est-ce qu'on peut obtenir parce que c'est comme si centré sur la performance, ça peut être bon pour le désir, mais il peut aussi y avoir des inconvénients. Finalement, cinquième question, à quel point j'entre en relation en mode séduction? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais m'amener dans ma façon de rencontrer les gens puis de me présenter dans une approche de les charmer, de les séduire, peu importe le contexte, peu importe mon statut conjugal, peu importe leur statut conjugal aussi, et donc dans différents contextes, qui peut faire en sorte que je suis perçue comme une personne séductrice ou charmeuse. Alors, est-ce que c'est toujours un problème? La réponse, c'est « ça dépend pour qui », je dirais. Alors, c'est associé à une meilleure estime de soi, puis à une meilleure affirmation au niveau de la sexualité. Par contre, il y a quand même plus de surveillance. C'est pas lié aux difficultés sexuelles, mais remarquez que c'est lié négativement, dans le fond, à l'engagement en couple et à l'intimité émotionnelle. Donc, on peut peut-être se dire qu'être séducteur, il peut y avoir certains bénéfices pour la personne, mais ça se peut que ça se passe moins bien dans son couple. Donc, peut-être l'autre personne qui est en couple avec aime moins ça, puis que nécessairement, bien, il y a des répercussions sur sa relation. Alors, en somme, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation-là? C'est que, bien, les idéaux sexuels, les normes, les stéréotypes, entourant qu'est-ce que c'est être un homme puis une femme, bien, il y en a partout autour de nous. Alors, c'est impossible de ne pas du tout être exposé. C'est impossible de ne pas du tout en avoir intégré. Par contre, lorsqu'on en est conscient, bien, déjà, on peut un petit peu plus agir puis décider bien, avec quoi je suis confortable, puis je suis qui, moi, dans tout ça, puis à quoi j'ai envie de correspondre, puis est-ce que je veux vraiment me mettre cette pression-là? Oh, pardon, je recule. Je veux quand même vous dire... Je veux quand même vous dire qu'il demeure que ces stéréotypes-là sont vraiment très genrés, sont vraiment aussi basés sur une définition du genre qui est binaire. Donc, il existe quand même très peu de modèles référents sur comment on devrait se comporter quand on ne s'identifie pas à homme ou à femme. Donc, ça aussi, ça peut mettre aussi une certaine pression sur pas trop savoir, pas trop avoir de modèles. Mais dans tous les cas, je vous invite juste à être plus vigilant à la place que ça occupe dans votre vie et à surtout bien, être vous-même, puis diminuer la pression, certainement, de ne pas être obligé de les rencontrer en tout temps. Merci. Il y a plus de questions que dans mon cours de statistique. C'est bon.
que l'idéal qui se suscite de tout de suite n'est pas réel, par exemple, parce que Ouais. l'idéal les photos, c'est tellement touché, les TikTok, des trucs comme ça, on ne peut pas physiquement ressembler à ça. Mhm. Mais est-ce que les gens à quel point les gens sont conscients de tout? Ça, c'est la première question. Ben oui, ben, je vais déjà répondre. Et c'est difficile de répondre à cette question-là parce que il y a quelque chose quand même de très... Ça va? Ah, la question, oui, OK. Jusqu'à quel point, dans le fond, quand les gens utilisent des filtres, tu sais, qui embellissent leur image, admettons, sur les réseaux sociaux, tu sais, ils sont conscients que, dans le fond, c'est pas vraiment atteignable, là. Mais je pense que c'est un point important que tu amènes, que, dans le fond, ces idéaux-là de perfection, ils sont pas atteignables. Mais des fois, les gens n'en sont pas nécessairement conscients, tu sais, puis ils se mettent un peu une pression de rencontrer ça. Ils sont, des fois et souvent, à la recherche d'une validation extérieure. Puis, bien, c'est sûr que ça peut amener de la détresse du fait que tu ne vas pas toujours obtenir la validation que tu recherches et c'est aussi un peu faussé et superficiel. Un des commentaires que je me faisais, c'est, tu sais, imaginez quelqu'un là, qui a vraiment centré sa vie au niveau des idéaux puis qui s'en va dans un speed dating puis que vous lui demandez de parler de ses rêves, de ses aspirations, de sa personnalité, mais tout ce qu'elle peut vous parler, c'est combien d'heures par jour elle s'entraîne, qu'est-ce qu'elle mange puis les dernières chirurgies qu'elle a faites. Donc, c'est clair que la personne se connaît moins. Parce que c'est comme si toute son identité va reposer sur son apparence. Donc, évidemment, puis là, j'exagère, là, je mets ça à l'extrême, mais on est tous un petit peu affectés par ça à des degrés différents. Tu avais une deuxième question. Ouais, la deuxième, c'est sur les discours sexualisés. Oui. Qui disaient que c'était mieux. Et du coup, je me demandais, mais alors on voit qu'il y a du côté des gens qui le font, du coup, ça a l'air d'être mieux, mais les gens qui reçoivent ça, qui se font fasciner de leurs histoires de sexe de leurs amis, est-ce que eux, par exemple, ça ne les fait pas plus mal, par exemple? Ah, c'est une bonne question. Tu sais, si le discours sexualisé, ça peut avoir certains bénéfices pour la personne, qu'en est-il des personnes qui l'entendent? Bien, moi, je pense que c'est une excellente question qu'on n'a pas étudiée à ce jour, mais c'est quand même intéressant parce que si moi, j'entends quelqu'un à tous les jours me raconter ses exploits, je peux, premièrement, être mal à l'aise avec ça. Ça se peut que ça ne me convienne pas puis que j'ai l'impression que cette personne-là, tu sais, fait que je peux lui dire, là, tu sais, je suis pas à l'aise, mais ça peut aussi me mettre une pression que c'est ça le standard à réaliser, que moi aussi, je devrais performer comme ça, puis que je suis nulle, dans le fond, si je ne rencontre pas ces espèces d'idéaux-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça? C'est que je ne suis pas en train de vous dire demain matin, mettez-vous à parler de vos exploits sexuels avec n'importe qui, dans n'importe quel contexte. Je pense que je suis psychologue aussi. J'ai envie de vous dire, bien, ce qui est positif là-dedans, puis je pense qui marque un changement de génération, là, c'est le fait que si je suis à l'aise de parler de sexualité, il y a plus de chances que je sois capable de transférer cette compétence-là dans la chambre à coucher avec un partenaire intime, puis d'être capable d'affirmer mes préférences, mes besoins, ce qui est vraiment important pour vivre une sexualité satisfaisante et respectueuse, pour avoir du plaisir, pour se connaître l'autre. Fait que c'est beaucoup plus ça que j'ai envie de vous dire que demain matin, on compte tous nos exploits, tout le monde, c'est bon. Donc, allez-y un petit peu plus dans le fait que c'est bien d'en parler. Vous pouvez choisir à qui vous en parlez, mais au moins le fait d'être à l'aise d'en parler. Parce que la génération de mes parents, à moi, là, ils n'en parlaient pas du tout de la sexualité. C'était le festival de la religion catholique. C'était un péché. On ne pouvait pas parler de ça. Pratiquement, la sexualité, c'était pour le plaisir. Fait que pour moi, c'est une bonne nouvelle quand même que plus on est à l'aise de parler de sexualité, plus qu'on vit une sexualité satisfaisante. Il y avait une autre question... Oui. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre que je serais capable de départager, si je me conforme à des idéaux pour la sexualité versus la classe sociale. Je pense qu'il y a une pression sociale, de toute façon, de rencontrer certains idéaux, certaines normes. Puis il y en a plusieurs. Moi, je vous en ai présenté certaines, mais il y a aussi l'espèce de pression sociale d'être en couple, la pression après ça d'avoir une famille. Il y a quand même certaines normes, puis elles sont quand même assez hétéronormatives. Là. On s'entend là, que c'est le modèle du couple hétérosexuel, monogame. Il y a quand même beaucoup de pression. Mais après ça, quand on le sait, que ce sont des normes, que ce sont des visions, des modèles qui sont partagés par plusieurs personnes, mais je pense que ce qui est bien, c'est de se dire, moi, je peux faire le choix que je réponds pas à celle-là, puis je peux faire le choix que moi, je fais les choses pour moi-même, pour être bien dans ma peau, davantage que pour me conformer à un ensemble de normes, de stéréotypes ou de messages sociaux là, que j'ai reçus. Oui? Oui,
C'est une bonne question. Pas beaucoup, en fait, de différence sur les liens qu'on a obtenus selon que je suis un homme ou une femme. Les différences de genre qu'on a obtenues, c'est vraiment plus sur à quel point, tu sais, j'ai endossé là, chacune de ces dimensions-là. Mais il y avait pratiquement pas. Puis là, évidemment, s'il y en a une ou deux, là, je m'en rappelle pas en ce moment, mais je pourrais t'envoyer lire mes articles avec joie. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Des différences dans les liens qui existaient entre ces dimensions-là, puis les composantes là, de bien-être individuel, de couple et sexuel. C'était quand même assez stable à ce niveau-là. Mais nos différences étaient plus sur le fait d'endosser ou pas là, ces différentes normes-là. Merci à vous. Merci à toutes les présentatrices. Donc, nos présentations sont déjà terminées pour ce soir, mais j'aimerais ça vous remercier le public, sans quoi l'ambiance serait pas mal moins fun. J'aimerais remercier aussi, on peut s'applaudir, bravo! J'aimerais remercier aussi les présentatrices qui nous ont divertis toute la soirée, aussi les bénévoles de Bistrot Brain, donc Alexis, le directeur, à la projection, à la console de son, Maud à la captation, il y avait Patricia et Renato à l'accueil aussi. Ah, Renato là-bas. Et j'aimerais aussi remercier le BA qui nous laisse faire nos petites soirées ici, puis qui nous ont servi toute la soirée. Puis un dernier remerciement aussi à nos commanditaires, donc le regroupement des étudiants en maîtrise au doctorat et au diplôme de l'Université de Sherbrooke, la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke, le syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures et la collaboration qu'on avait aussi avec le laboratoire de recherche sur le couple et la sexualité.